Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroydec, présentement et tout à fait provisoirement connu au fichier du SDUC sous le matricule SGDG 006,5, a réussi à attirer les frères Fauderche dans un piège. Ceux-ci sonnent à la porte du philosophe-photographe Moïse Asphodel. Moïse ouvre, mais comme en compagnie de Nicolas il a passé plusieurs heures dans la cave à charbon, son visage est loin de présenter la blancheur cerfeuille. Pour sa part, Jules Fauderche se contente de cette remarque nonchalante. Tiens, un nègre. Et quand Moïse introduit les deux visiteurs dans le bureau du pseudo-notaire de Newville-the-Old, Jules répète, en examinant Nicolas Leroydec. Tiens, un autre nègre. Son frère Raphaël n'a pas le temps de lui répondre. Et pourtant, Raphaël a réponse à tout. Nicolas Leroydec a actionné le mécanisme de la trappe. La fameuse trapouze infernale, comme l'appelait le philosophe photographe. Et voilà, mon bon ami, pas plus difficile que ça. Faut tout de suite prévenir le colonel de Guerlas. Prenons le temps d'arroser ce splendide doublé. Vite, une autre huile de chambre. Non, il faut que je prévienne le colonel. Et puis bon, d'abord, nous avons tout notre temps. Les de Lascar ne peuvent plus s'échapper, voyons. Allons. Tiens, une voiture qui s'arrête. Ah, ça peut pas être le colonel, puisque je lui ai pas encore téléphoné. Sait-on jamais. Allons voir. Et ils allèrent voir. Moïse s'approcha de la camionnette grise, car c'était elle. Il en fit le tour avec circonspection et avec Nicolas Leroydec. Ils revinrent dans la boutique. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Le chauffeur a une tête d'homme de main. Ce qui n'est pas une raison pour venir nous casser les pieds. Il est sûrement de connivence avec les deux autres. Puisque vous les avez attirés ici sous prétexte de toucher un héritage, ils auront fait venir cette camionnette. Oh, mais c'est qui voit grand, les frères Fauderche. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Faut liquider le chauffeur. À la trapouze infernale, le chauffeur. Comme les deux autres, à la trapouze. Bon, comment allez-vous vous y prendre? Faites-moi confiance. Bon, je suis bien obligé. L'ami. On vous demande au téléphone. Qui? Moi? Oui, vous, dépêchez-vous, on vous demande au téléphone. Ben c'est impossible, voyons, personne ne sait que je suis ici. Si, moi. Qui êtes-vous? Et vous? Ah, là n'est pas la question. Allez, ne perdons pas de temps, dépêchez-vous. Ouais, enfin, monsieur, comment voulez-vous qu'on me demande au téléphone puisque je vous dis que personne ne sait que je suis ici? Vous pourriez me dire merci, c'est gentil de vous prévenir, non? Oui, évidemment. Alors, dites-le. Merci. Eh ben, venez. Ah, bizarre, ça, c'est bizarre. Ah, vous n'avez pas commencé, allez, venez. Ouais. Allez, par ici. Je vous en prie, le téléphone est là-bas. Là-bas, avancez. Ouais. Mais avancez donc. Attention, hein. Si vous essayez de me faire un turban, je vous préviens. Mon lugère a la détente chatouilleuse, vu? Vu. Nicolas. Maître? Trapouze, s'il vous plaît. Et voilà. Oui. Ah, enfin un petit moment de tranquillité pour tendre le coup à cette rouille de chambre. Mais vous buvez jamais, vous, mon jeune ami? Non, il faut que j'appelle le colonel de Guerlas. Appelez, mon jeune ami, appelez. Moi, je finis tranquillos la bouteille sans m'occuper de vous. Il y en a d'autres dans le réfrigérateur quand vous aurez fini de téléphoner. Allô, mademoiselle? Passez-moi Paris en priorité. Je voudrais le STUC en PCV de la part de SGDG 006,5. Non, c'est pourtant clair, mademoiselle. Je répète, le STUC en PCV de la part de SGDG 06,5. C'est ça, j'attends, oui. Allô, mon colonel? Ah, c'est vous, mademoiselle Trousse-Cotte, mes hommages, mademoiselle Trousse-Cotte, mes hommages. Dites-moi, pouvez-vous me passer le colonel? Merci. Allô, mon colonel? Mes respects, mon colonel. Ici, SGDG 06,5. Je vous appelle de Villeneuve-la-Vieille, mon colonel. Mission accomplie. Très bien, mon petit Leroydec. Très, très bien. Ne bougez pas, j'arrive. Enfin, nous arrivons, car je ne viens pas seul. À tout de suite. Mademoiselle Trousse-Cotte, rassemblez-moi tout le monde dans mon bureau. Comment ça, tout le monde, patron? Enfin, tous mes paradroits habituels, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, patron. Tout le monde dans le bureau du colonel. Tout le monde dans le bureau du colonel. Et que ça saute. Et vous êtes priés de vous hâter.
Repos. Messieurs, repos. Je viens de recevoir à l'instant les nouvelles de SGDG 006,5. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que sa mission est un succès complet. Je vois avec satisfaction sur vos visages que vous partagez le plaisir que j'éprouve. N'est-ce pas, mon cher l'étendard? Mais mon colonel, je suis très heureux de la réussite de Nicolas Leroydec et ma modestie dut en souffrir. La vérité m'oblige à rappeler que c'est à moi que vous avez confié la charge de lui inculquer les rudiments du métier. Je m'en souviens fort bien, l'étendard. Et ce jour-là, vous faisiez à peu de choses près la même tête qu'aujourd'hui. Mais n'épiloguons pas davantage. Et examinons ensemble, si vous voulez bien, les conséquences immédiates de cet exceptionnel succès. Il y a un certain nombre de mesures à prendre et toute une opération à mettre sur pied. Adjudant d'Ivry. À vos ordres, mon colonel. Vous allez prendre les dispositions nécessaires pour faire complètement isoler le département du Cantal. Prévenez les autorités civiles et militaires. Mon colonel. À partir de ces minutes, plus personne n'entre ou ne sort librement du Cantal. Le département est déclaré ZDGS, zone de guerre secrète. Quant à nous, messieurs, nous allons nous transporter au plus vite sur le théâtre des opérations. Exécution! Tiens, c'est vous, monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, je vous remercie. Je passais. Bien, monsieur Maurice. Le bouclage du Cantal est chose faite dès à présent. Les routes sont barrées et la SNCF a détourné son trafic par Brest et Libourne. Parfait, adjudant. Tout à fait parfait. Le préfet appliquera le plan hors sec dès que les conditions météorologiques le permettront. Pour l'instant, il pleut à Verse et à Saint-Flour. Sort de Reichshofen. Bon, enfin, nous avons tous les éléments contre nous, mais... Bon, à la guerre secrète comme à la guerre secrète, nous en avons vu d'autres. Apportez-moi les bleus d'Auvergne. Les bleus d'Auvergne, mon colonel? Et pourquoi me regardez-vous avec ces yeux en boule de loto? Un bleu, vous ne savez pas ce que c'est qu'un bleu? Les copies d'un plan s'appellent des bleus. Apportez-moi les plans d'Auvergne, si vous préférez. Tout le monde dit un bleu en parlant d'un plan. Qu'est-ce que vous avez encore compris, adjudant? J'avais compris, mon colonel, que vous vouliez voir les jeunes gens du contingent qui ont été incorporés aujourd'hui et qui sont originaires de la province d'Auvergne. Décidément, antifrice, avec vous, on va toujours de surprise en surprise. Ah, c'est bien, mon colonel, vous dites ça parce que je suis originaire de la Guadeloupe. Oh, je vous en prie, Tifri, je ne suis pas raciste. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Passez-moi vite ces bleus. Ils sont dans le coffre-fort. Juste derrière les bouteilles de whisky. Là, voilà. Voilà, mon colonel. Bon, eh ben dites donc, ils sont pas très potes, ces bleus. On dirait qu'ils ont servi à emballer du fromage. Pourquoi du fromage, mon colonel? Oui, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Passez-moi le thé. Ah, mais il n'y a pas de thé de poêle, mon colonel. D'habitude, c'est mademoiselle Trouchcotte qui prépare le thé, c'est pas moi. Je vous parle du thé à dessein. Ouais, c'est surtout à dessein de m'humilier, vous me parlez du thé, mon colonel. Oh! Tifris, nous n'en sortirons jamais. Ne cherche pas à vous humilier. Je vous demande de me passer le thé à dessein qui est sur la table. Là, le thé et l'équerre. Si j'étais pas né à Pointe-à-Pitre, vous me parleriez autrement, mon colonel. Oui, en effet. Et si vous étiez né à l'île Adam, Tifris, il y a longtemps que je vous aurais flanqué mon pied au cul, vous avez compris, hein? Bon, nous sommes pressés, non, pas une minute à perdre. Donnez-moi un crayon. Voilà, mon colonel. Bon. Eh bien, messieurs, autrefois du temps du sapeur Camembert, plaisanterie bien dite de lui couraient les états-majors. On disait, il y a deux solutions. La bonne et celle de l'école de guerre. Aujourd'hui, cette plaisanterie n'a plus cours. La bonne étant espagnole, nous sommes bien obligés d'adopter la solution de l'école de guerre secrète, bien entendu. Et cette solution, c'est le quadrillage. Et pourquoi, à l'aide de ce thé, de ces équerres, je vais tracer des petits carrés sur la carte du département du Cantal? Non, au crayon, ça ne va pas. Passez-moi une plume de ronde. Pour les carrés, c'est indispensable. Théodule l'étendard, et vous, Albert Tunoulet, vous partez immédiatement en hélicoptère. Bien, mon colonel. Vous, Tifris. À vos ordres, mon colonel. Vous restez ici pour répondre au téléphone. Bien, mon colonel. Quant à vous, mademoiselle Trousscotte, vous avez déjà deviné, je pense. Oh, patron. Nous partons ensemble dans ma voiture. J'ai l'impression que nous avons des tas de choses à nous dire. Oh, patron. Il faut que je prévienne maman que je serai en retard pour le dîner. Ah, mademoiselle Trousscotte, il y a bien longtemps que je cherche l'occasion d'être seul avec vous. Oh, mais patron, nous sommes ensemble tous les jours au bureau. Oh, ce n'est pas la même chose, mademoiselle Trousscotte. Les visites, le téléphone, les conférences, les solliciteurs, les agents simples, les agents doubles, les contractuels, les ministres, les chefs d'État, les représentants de commerce, et les années passent.
pas sans que j'ai le temps de vivre véritablement. Oh, mais patron, vous menez la plus passionnante des existences. Le croyez-vous, mademoiselle Troscott? Une vie passionnante peut-être, mais qui ne me laisse pas le moindre 5 à 7 pour la passion. Oh, patron. Vous êtes une grande fille maintenant, hein, et vous pouvez comprendre certaines choses. L'affection. Eh oui, c'est ça, affection. Elle compte tout de même dans la vie d'un homme. Et pour être chef du SDUC, on n'en est pas moins homme. Où voulez-vous en venir, patron? Nulle part, puisque nous sommes arrivés devant la porte de cette charmante auberge où nous allons nous restaurer un brin avant de poursuivre notre route. Et quelques heures plus tard, ce fut un colonel tout ragaillardi, l'œil vif et malicieux comme celui d'un jeune sous-lieutenant, qui pousse à la porte de la boutique de Moïse Asphodel, le philosophe photographe. Bonsoir, messieurs. Mes respects, mon colonel. Permettez-moi de vous présenter. Moïse Asphodel, oui, j'en ai déjà entendu parler. Félicitations, monsieur. Oui, vous avez fait preuve, en l'occurrence, d'un grand courage et d'un grand patriotisme. Oh, tout le plaisir a été pour moi, mon colonel. Puis-je vous offrir une giclée de chambre? Oh, mon Dieu, sur le pouce et à la hussarde. J'ai hâte de m'entretenir avec votre 3e prisonnier. Les 2 autres ne vous intéressent pas, mon colonel? Je vous expliquerai plus tard. Ne vous inquiétez pas, mon petit Lord Wadek. À la vôtre, mon colonel, à la vôtre. À la France, monsieur. Au glorieux SDUC. Oh, à propos, puis-je téléphoner? Mais je vous en prie, mon colonel. Bon. Allô, standard. Passez-moi Bordeaux en priorité. Allô, Bordeaux? Ici le colonel de Guerlas. Je suis sur place, à Villeneuve-la-Vieille. Vous pouvez lever l'état d'alerte. Bien entendu. Paris charge de tout. Parfait. Terminé. Craignant de ne pas arriver à temps, j'avais prévenu le SDUC de Bordeaux. Le SDUC de Bordeaux, que dirige mon frère, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon SDUC. Bon, maintenant, allons interroger le 3e homme. Eh bien, par ici, mon colonel, ils sont à la cave. Par prudence, hein, mon cher Moïse. Vous permettez que je vous appelle mon cher Moïse? Je vous en prie, mon colonel, depuis le berceau, on m'appelle Moïse. Ouais. Oui, je disais donc, pas prudence, hein, mon cher Moïse, d'enfermer les frères Faudère dans une cave. Sans être des alcooliques irrécupérables, les 2 frères s'y entendent pour téter le goulot. Oui, mais prudence, ils sont dans la cave à charbon. Pensez à tout, vous. Alors, j'essaie, mon colonel. Vous permettez, je vais essayer d'aller ouvrir la porte maintenant. Elle est prévenue, les portes qui datent du 14e. Et il faut que j'arrive à mettre la clé dans la serrure, qu'il y a des espaces. Attention à la marque. Attendez. Là. Mon colonel? Voici. Ouais. Ah. Alors, B12 et B14, assurez-vous de la personne de l'homme qui est avec vous. Il est armé, mon colonel. Eh ben, désarmez-le. Oh, c'est vous qui êtes désarmant, mon colonel. Il nous enfonce son luzère dans les côtes, hein. Oui, je vais lui parler. Qui que vous soyez, jetez cette arme. Vous êtes fait. Le département est bouclé, vous n'avez aucune chance de sortir vivant d'ici. Restez où vous êtes, mon colonel. Sinon, je tue comme des lapins les 2 hommes qui sont là. Vous avez entendu? Mais c'est qu'il le ferait, mon colonel. Je ne me laisserai pas impressionner par ce bluff. Vous en parlez à votre aise, mon colonel. B12 et B14, silence. C'est à moi seul qu'incombe la responsabilité de l'opération. Ainsi, monsieur, on joue à la forte tête. Et l'on ne peut pas se rendre au colonel Hubert de Guerlas. Non! Je ne me rendrai que sous certaines conditions. N'approchez pas où je tire. Dites-lui de pas tirer, mon colonel. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Vous en avez de bonnes, mon colonel. Il nous enfonce son luzère dans les côtes. Combien a-t-il de revolvers? Un seul, mon colonel. Alors comment peut-il vous tenir en joue tous les 2? Attendez, je ne vois rien. Passez-moi une lampe électrique. Si vous allumez, je tire. N'allumez pas, mon colonel, n'allumez pas. Quand vous aurez fini de me donner des conseils, c'est tout de même ce que je dois faire. Je n'ai qu'un revolver, si vous voulez tout savoir. D'une main, je tiens un vieux bout de tuyau de plomb, et de l'autre un lugère. Mais comme je tire aussi bien de la main gauche que de la main droite, je vous dirai pas dans quelle main je tiens mon revolver. Et maintenant, si vous allumez, je tire. Une dernière fois, je vous somme de vous rendre. Non et non. Mon cher Moïse, voulez-vous refermer cette porte à clé? Ça nous donnera le temps de réfléchir à la situation. Ne nous abandonnez pas, mon colonel. Allez, fermez la porte. Allez. Dites-moi, mon colonel, qu'allez-vous faire? Vous le verrez bien, mon petit Lord Wadek. Maintenant que vous faites partie du service, apprenez à ne pas me poser de questions. Pourquoi? Parce que... Bien, mon colonel. Attention là-bas! Puis-je me servir du téléphone? Mais je vous en prie, mon colonel. Bon. Allô, l'adjudant dentifrice? Ici le colonel de Guerlas. Quoi? Comment?
Et qu'est-ce que vous dites? Quoi, vous voulez que je pèle mon dos? Ah, que j'épelle mon dos? Connaissez pas le colonel de Guerlas? Oui, adjudant. Et comment serais-je votre nom, moi, si je n'étais pas le colonel? Écoutez-moi bien, Tifris. C'est très important. Voilà. Vous allez prendre au laboratoire du pain total volatile. Mais non, pas chez le boulanger. Le pain total. Mais non, pas du pain complet, du pain total. Ouais, c'est ça. Allez au labo. Ils savent ce que c'est. Ensuite, vous prendrez le métro. Oui, vous changerez au Châtelet. Et vous descendrez à la gare de Lyon. Bien. Là, vous prendrez le train pour Melun. Melun. Je dis bien Melun. Melun, c'est ça, oui. Je crois qu'il faut changer à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, vous avez bien compris, hein? Le métro jusqu'au Châtelet. Vous changez, direction Château de Vincennes. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous descendez à la gare de Lyon. Bien compris? C'est ça, c'est la ligne numéro 1. Oui, vous pouvez changer à Reuilly-Diderot si vous préférez. Mais attention, à ce moment-là, c'était plus la direction Château de Vincennes. Oui, la gare de Lyon. Alors là, vous prenez un billet pour Melun. Melun, compris, oui. Bon, Melun, oui. Alors à Melun, vous achetez ou vous louez une bicyclette. Comment ça vaut une bicyclette? Ça, je n'en sais rien. Faites pour le mieux. Non, en taxi, non, ça nous ferait trop de frais. Non, la bicyclette, c'est bien suffisant. L'autostop, non, je n'aime pas beaucoup. On fait parfois de mauvaises rencontres. Non, la bicyclette, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, vous allez à l'aérodrome. Mais non, pas au vélodrome. À l'aérodrome, pas au vélodrome, je vous dis. Oui, c'est bien, vous aurez une bicyclette, mais c'était pas une raison. D'ailleurs, on n'est pas obligé de louer une bicyclette de course. Oui, bien sûr, ça va plus vite, enfin. Si vous voulez. Bon, alors vous allez à l'aérodrome. Là, je les aurais prévenus. Vous montrez immédiatement dans un Mirage 4 qui vous parachutera au-dessus de Villeneuve-la-Vieille. Bon, alors, vous avez bien compris, hein? Commencez par changer au Châtelet. Mais non, mon vieux, je ne suis pas raciste. Vous donne des instructions détaillées, un point, c'est tout. Mais faites vite. C'est une question de secondes. Vite. Au revoir, mon vieux. Et ça, tout de suite. Ouf. Eh ben, si l'adjudant Tifris ne se trompe pas dans la correspondance du métro, le problème sera résolu d'ici quelques minutes. Les Mirage 4 sont vraiment très rapides. En attendant, un petit coup de raid, mon colonel, hein? Ça n'est pas de refus. Allô, oui? Ah, c'est pour vous, mon colonel. Allô, ici colonel de Guerlas, j'écoute. Ah bon. Ah, enfin. Merci. Il vient de monter dans l'avion. L'avion vient de décoller avec un Mirage 4 qui ne doivent pas en avoir pour longtemps. Qu'est-ce que je disais? Les voilà. Le plus long, que ce soit un Mirage 4 ou un Boeing, c'est de monter dans l'appareil. Allez, venez avec moi, messieurs, nous allons accueillir l'adjudant Tifris. Venez. Allez. Attention à la marche! Oui. Là. Ouais. Eh ben, selon mes instructions, il doit être parachuté sur la place du marché. Ah oui, mais il n'y a plus de place du marché. Mais qu'est-ce que vous dites, Moïse Assodel? Je dis, mon colonel, qu'il n'y a plus de place du marché. C'est horrible. Non, depuis la libération, elle s'appelle place du général de Gaulle. Ah bon? Voici l'avion. J'aperçois ses feux. Mais cette vitesse-là, mon colonel, l'adjudant ne pourra jamais sauter. Ne vous inquiétez pas, mon petit Lord-Wadek, tout est prévu. Un chef ne laisse jamais rien au hasard. Sauf en cas de défaite, naturellement. Tenez, regardez. Hop là, le siège éjectable. Dans un fauteuil qu'il arrive, notre brave Tifris. Je peux pas en dire autant de Mérobé 2 dans la dernière à Vincennes. Ah, regardez, le parachute s'est ouvert. Et alors, c'est le rôle d'un parachute, non? Oui, l'adjudant qui a un gros paquet entre les bras. S'il m'entendait, il m'accuserait encore une fois de faire du racisme. Mais pour tout vous avouer, c'est le paquet qui m'intéresse et non l'adjudant. Je vous choque, Lord-Wadek? Non, mon colonel. Un chef doit savoir se montrer dur quand les circonstances l'exigent. Bravo, mon petit Lord-Wadek. Vous avez appris cela tout seul ou vous l'avez lu dans un livre? C'est du Monterlin, je crois, parce que je cite de mémoire. Sauf quand elles sont à l'ordre de l'armée, les citations n'ont pas besoin d'être exactes. Ah! Le voilà qui se rapproche de nous. Tifris! Manœuvrez vos sustantes! Vous allez accrocher le clocher! Oh, l'imbécile! Ça y est! C'est fait! C'est moi, mon colonel! Parbleu, je le vois bien! Vous avez de la chance car il fait tout noir comme dans
Oui, enfin, il fait tout noir. Ça va, larguer le paquet. Bah, comment je vais descendre de là, mon colonel? Je suis comme un singe tout en haut du cocotier. Ah, ça, y a pas à dire, vous l'avez décroché, le cocotier. Ah, sauf votre respect, mon colonel, je l'ai pas décroché, je l'ai accroché. Ne perdons pas de temps, faites ce que je vous dis. C'est pas ma faute si je suis en temps, mon colonel. Le contrôleur dans le métro, il voulait pas me laisser passer avec ma carte du service. Lancez-nous votre paquet. Mais il y a marqué fragile, mon colonel. Lancez, vous dis-je. Hop, allez, allons vite à la boutique s'il en est temps encore. Mon colonel, c'est moi qui sais qui va venir me chercher là-haut. On verra plus tard. Allez, vous dans votre filet. Oh là là, tout ça c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Ah, misère, comme le disait mon père, de la religion il en faut, mais accrocher le clocher c'est plus de la religion, ça poussure alors non. Déclouez vite la caisse. Vamos juste le temps, pas question de descendre le matériel en bas. Peut-on entrouvrir la trappe? Ben, certainement, mon colonel, mais à condition que vous ne restiez pas assis dessus. Comme ça va? Oui, parfait. Nicolas, vous avez déballé l'appareil? Oui, c'est fait, mon colonel. Passez-moi le tuyau. Là, c'est ça, mettez le compresseur en route. Voilà, mon colonel. Ouf, je crois qu'il était temps. Vous l'avez dit, mon colonel? Bien sûr que je le dis. Qu'est-ce que vous faites, mon colonel? Je leur envoie du pain total sous forme gazeuse. Du pain total? Oui, du pain total. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Attendez, vous allez voir. Ou plutôt, vous allez entendre. Quoi? Je dis, vous allez entendre. Ah, eh bien, tant mieux. Parce qu'à ce moment, de ce côté-là, ça va pas très fort. Encore une petite giclée, ce sera fini. Qu'est-ce que vous dites? Je vous expliquerai plus tard. Stop. Arrêtez tout. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, dites donc. Et alors, ce pain total gazeux, qu'est-ce que ça donne comme résultat, mon colonel? Écoutez. Le pain total gazeux, dont je ne vous rappellerai pas la formule chimique, agit sur les centres nerveux en modifiant momentanément le métabolisme basal et provoque chez l'individu une série de phénomènes euphoriques qui se traduisent le plus souvent par ce qu'on appelle en langage vulgaire la rigolade. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller cueillir notre Lascar. Et voilà ça. Et silence là-dedans. On voudrait bien, mais on peut pas, mon colonel. Que j'entende seulement un rire et je vous fous dedans. Vous pouvez pas. On y est déjà, mon colonel. B12, B14. À vos ordres, mon colonel. Sortez d'ici. À vos ordres, mon colonel. Exécution. Quelle exécution? T'as entendu parler d'une exécution, toi? Moi, non, et toi? Moi non plus. Sortez. Vous fâchez pas, mon colonel. C'est pas bon pour la santé de se fâcher comme ça, mon colonel. Allez, hausse dehors, allez, le Rodec. Mon colonel? Occupez-vous de ces deux Lascars. À vos ordres. Allez, par ici, les deux. Laissez cette rire, maintenant. Venez par ici, mon ami. Approchez-vous, que je vois la lumière. Tiens, ce visage ne m'est pas inconnu. Tu parles, Charles. Mon colonel, il ferait peut-être profiter de sa bonne humeur pour le désarmer. Vous avez raison, Moïse. Monsieur, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de me donner votre arme, je vous prie. Oh, mais comment donc? Ah, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Ouais. D'ailleurs, je vois pas pourquoi vous avez fait tant d'histoires à cause de ce malheureux lugère. Tenez, regardez. Ouais. Il était même pas chargé. J'avais oublié le chargeur dans la camionnette grise. Marrant, non? Dire que j'ai tenu en joue ces deux imbéciles avec un revolver parfaitement inutile et inutilisable. Prenez-le. Si, prenez-le, je vous en fais cadeau. Ouais. Ah, j'insiste. Un titre de souvenir, hein? Bon, je le donnerai à l'adjudant dentifrice qui collectionne les armes à feu. Oh, à propos de dentifrice, il est toujours dans son clocher? Oui, mon colonel, oui. Bon, bah alors arrangez-vous pour le sortir de là, hein? Un adjudant dans un clocher. Tout à fait marrant. Non, vous êtes pas sérieux, Osduc. Non, ça vraiment, vous êtes pas sérieux, hein? Ouais. Sans toi, ce malheureux Marero Snifri se serait pas en train de sécher en haut d'un clocher. J'en traité encore une fois de raciste. Ah, mon gaillard, tu ne perds rien pour attendre.
Alors, comment ça va, Tudor? Vous n'êtes pas blessé, au moins? Mon colonel, les seules blessures qui comptent, ce sont les blessures à l'amour propre. Et de ce côté-là, tout va bien? Tout va bien, mon colonel. Je peux pas, hélas, en dire autant du fond de mon pantalon. Mais à quelques millimètres près, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le paratonnerre, ça va encore, mais alors le coq qui est au bout, alors là, ça fait mal, mon colonel. Adjudant, voici Arthur Gouldeboom, le responsable de tous vos malheurs. Et pourquoi il est tout noir? Ah, lui, c'est le charbon, Tifris. Ah, parce que vous voulez dire que moi, mon colonel... Mais vous, adjudant, c'est tout le soleil des tropiques sur votre face. Ah, bon, alors. Allez, rampez. Aussitôt arrivé à Paris, vous mettez Gouldeboom au secret. À vos ordres, mon colonel. Allez, viens, toi, pas ici, là. Allez. C'est en faire, le roi Deck. Ah, je suis passé chez moi, mon colonel. Vous n'allez pas, je l'espère, nous imposer par le menu le récit de votre turpitude. Oh, après une si longue absence, mon colonel. Je vous ai demandé de ne pas insister. Ah bon? Sachez que j'ai la bonté de considérer l'incident comme clos. Mademoiselle Truscott, voulez-vous sortir, je vous prie? Bien, patron. Sacré roi d'Aigle. Eh ben, vous avez une drôle de tête. Et très tiré, hein? Enfin, tiré à 4 épingles, je le reconnais, mais enfin, oui, ah. C'est ce que c'est, allez. Moi aussi, quand j'étais jeune sous-lieutenant, je ne vous ai jamais raconté ce qui s'était passé à Sidi-Bel-Abbès. Ah non, colonel, jamais. Eh ben, je vous le raconterai une autre fois. Ah bon? Aujourd'hui, le temps presse. Tout d'abord, je dois vous annoncer que c'est la dernière fois que vous mettez les pieds dans ce bureau. Mais mon colonel, je croyais que... Non, vous ne remettrez plus les pieds ici. Mais mon colonel... N'insistez pas, c'est inutile. Plus de bureau du colonel. Tintin. Ah vous aussi, mais pourquoi dites-vous aussi Tintin, mon colonel? Je dis Tintin parce que pour le bureau, c'est Tintin. Je ne veux plus vous voir ici. Mais à Villeneuve-la-Vieille, vous m'aviez dit que j'avais réussi le dernier test et que je faisais partie du service. Et alors? Et alors, ben je comprends plus, mon colonel. Si vous me laissiez m'expliquer au lieu de parler tout le temps... Bon, ben je vous écoute, mon colonel. Je ne retire rien de ce que j'ai pu dire à Villeneuve-la-Vieille. Nicolas Leroy-Deck, je vous considère désormais comme faisant partie du service. Plus tard, je vous donnerai votre matricule définitif. Ah. SGDG 006,5 n'étant qu'un matricule tout à fait provisoire. Ah. Mais l'opération à laquelle je vous destine est une opération à caractère tellement secret que je ne veux plus vous voir rôder autour de l'immeuble du SDUC. Nous avons affaire à un ennemi intelligent, bien que ce ne soit pas très intelligent d'être notre ennemi. Et je ne voudrais pas que vos allées et venues puissent éveiller ses soupçons. Pour recevoir mes consignes, nous nous verrons en dehors du service. Ah, très bien, j'ai compris, mon colonel, j'ai compris. Et sans insister sur certains épisodes récents de votre vie privée, qui ne me regardent que dans la mesure où elle exerce une influence sur la bonne marche du service, je vous recommande formellement de ne rien dévoiler à votre entourage de vos activités passées, présentes ou à venir. Ah, vous pensez, mon colonel, la motus c'est bouche. Ou alors, la mission tu peux te la... Tintin. Et pendant ce temps-là, dans le somptueux bureau de l'immeuble luxueux des Champs-Élysées, deux hommes en colère piétinent rageusement la moquette bleu pastel. Ferme tag. Arrêtez de tourner comme un ours en cage ou je ne réponds plus de mes gestes. En vérité, Zorbeck, je suis plein d'admiration pour votre calme. Nous n'avons plus qu'un seul homme demain, Arthur Gouldeboom. Il s'est fait faire au pied à Villeneuve-la-Vieille et vous restez calme. Ha! Voulez-vous que je vous dise? En fait, je n'admire pas votre calme. Je le méprise. Le parfait agent de renseignement se moque éperdument de l'admiration comme du mépris. Il fait son travail. Et à quoi correspond, s'il vous plaît, ce travail en ce moment? À faire fonctionner mes petites cellules grises pour essayer de découvrir un moyen de sortir Arthur Gouldeboom des pattes du SDUC. Il n'y a qu'un seul moyen. Je vous l'ai déjà répété des centaines et des centaines de fois. Il faut enlever mes mains. Et moi, ça fait des centaines et des centaines de fois que je vous dis qu'on doit prononcer mes mains et non ma main. Ah! Tiens, on a sonné, Mémène. Va voir ce que c'est. Ah oui. Ça vaudra mieux que de dire des bêtises. C'est pour toi, mon canard. Mon révérend père. Oh, quel bon vent vous amène. Je viens de la part de qui vous savez pour ce que vous savez. Ah, pour ce que je sais? Ah, ça me fait beaucoup d'honneur, mon père, mais en vérité, je sais rien. Mais c'est pour vous l'apprendre, mon fils, qu'on vous fixe rendez-vous. Ah, bon, quelles sont les consignes? Voilà, vous irez acheter un attirail de peintre et demain matin,
Vous planterez votre chevalet sur la place du Tertre. Hein? Oui, commencez à peindre et ne vous occupez de rien. Ah, bon, il faut que je peigne. Que je fasse un tableau? Voilà, vous m'avez demandé les consignes, je vous les donne. Non, mais comment voulez-vous que je fasse un tableau? Je sais même pas dessiner. Les dessins de la Providence sont impénétrables, mon fils. Et le lendemain matin, après avoir fait l'emplette de tous les accessoires indispensables à l'artiste peintre, Nicolas Leroidec plante son chevalet place du Tertre. Alors moi qui étais incapable de repeindre la cuisine de l'appartement de Mémène, me voilà obligé de peindre la place du Tertre. Ah, c'est pas de la tarte. Ouais, j'ai l'air malin avec tous ces ustensiles. D'autant qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Une palette, un chevalet... Ça me va exactement comme des patins à roulettes et un cul-de-jatte. Et la peinture à l'huile, c'est bien plus difficile. Oui, la peinture à l'eau... Nicolas Leroidec avait disposé sur le chevalet une toile. Il la regardait longuement, sans se décider à donner le premier coup de pinceau. Derrière lui, une petite foule de badauds attendait. Quelqu'un, il n'eut pas le temps de voir qui, se pencha vivement à son oreille et murmura « Peignez, sinon vous allez vous faire remarquer. » Nicolas Leroidec se retourna, mais ne put savoir qui lui avait donné cet avertissement. Se saisissant d'un tube de vermillon, il s'y prit si maladroitement que la couleur, jaillissant comme un geyser, vint s'écraser sur la toile, telle une tomate trop mûre sur un mur trop blanc. Fit la petite foule des badauds. Continuez comme ça, c'est parfait. Murmura de nouveau le kidam à l'oreille de l'ancien enclumier. Sur sa gauche, son chevalet planté contre le sien, une grande femme à l'allure assez homasse, la poitrine forte et les cheveux coupés à la garçonne, peignait à grands traits énergiques des nus assez audacieux, même pour la place du Tertre. Continuez à peindre, Nicolas, et notez soigneusement les instructions que je vais vous donner. Oh, ah mais je vous aurais jamais reconnu mon colonel. Car la grande femme à l'allure homasse et qui peignait des nus assez audacieux n'était autre que le colonel. Son déguisement était remarquable, si l'on considère que le colonel était dans la vie courante un homme de taille plutôt moyenne, pour ne pas dire petite. Encore éberlué par sa découverte, Nicolas Leroidec manipulait ses tubes sans trop savoir ce qu'il faisait. Négligeant le pinceau, c'est à pleine paluche qu'il balançait sur la toile des kilos d'indigo et des insolents. La foule admirative murmurait... Depuis le cubisme, c'est la révolution la plus audacieuse que j'ai jamais vue. Écoutez, permettez, monsieur, et le tachisme, ça existe tout de même, le tachisme, monsieur, ce que nous voyons là est mieux que du tachisme, c'est du super tachisme, n'est-ce pas, monsieur? Mais avec tout de même dans ce non-figuratisme délibéré comme un syndrome de motivation d'un principe existentiel encore jamais exprimé, avec autant de violence contenue, une symbolique érotique d'une audace inouïe. Oh, votre érotique, monsieur, n'est qu'un mystique. Oh. C'est tout le thème cosmique de l'angoisse de l'homme face à la désintégration de la matière brute qui retourne vers la grande fission originelle. Mais c'est vous, monsieur, qui êtes comique avec vision cosmique. Oh, libre à moi, monsieur. Je vous laisse à vos obsessions sexuelles à type libido primipare. Farceur. Pas le toquet. Pompier. Hétérosexuel. Oh, contractuel. Dégénéré. Bouillatif. Indigent. Fillon-natif. Promoteur. Peintre du dimanche. Hé, silence dans les rangs. Laissez travailler les artistes. Pardon, monsieur, combien vendez-vous ce tableau? Je ne sais pas, monsieur, je l'ai pas encore terminé. De toute façon, j'en offre 10 000 de plus. Ancien ou nouveau? Nouveau, je n'aime pas l'ancien. 10 000 de mieux de mon côté. 20 000, monsieur. 30 000. 40 000. Que dois-je faire, mon colonel? Vendez, vous acheterez un Picasso à Mémène et vous donnerez le reste à la caisse de secours des espions nécessiteux. 80 000. 90 000, monsieur. Un petit effort à 100 000, c'est adjugé. 100 000. Ah, je l'ai dit avant vous. Ah non, là, ça, je regrette, monsieur, c'est moi qui l'ai dit avant vous. Ah, permettez, je fais immédiatement un chèque. Ah, vous dites ça, monsieur, je paye en argent liquide. Nouveau riche. Escroc. Marchand de tableau. Oh, ticket. Va de la gueule. Critique d'art. Oh, messieurs, alors, messieurs, je vous en prie, hein. Ne vous disputez pas, vous troublez mon travail. Pour ce prix-là, je vais vous faire une toile à chacun. Comme tous les artistes, l'argent n'a aucune influence sur moi. Monsieur, donnez-moi votre chèque. Oui, voilà. Oui, c'est ça, au porteur, c'est ça. Oui. Et vous, un billet de 500, merci. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Ça ira maintenant, comme disait Léonard de Vinci, au turbin.
Écartez-vous. Il faut la place. Allez-y. Oh, le gros tube. Tube. Attention, bouge pas, petit. Allez, attention. J'ai trouvé, c'est même monstre. Attention. Là. Et là. Ça a vraiment de la gueule. Et voilà le travail. Allez, emballez, c'est pesé. Merci, monsieur. Au revoir, messieurs, et à la prochaine. Dites donc, mon colonel. Ne m'appelez pas comme ça, je vous en prie. Je signe mes tableaux Niki Drocéphale. Appelez-moi Niki. Très bien. Quelles sont les consignes, Niki? Rendez-vous dans ma voiture d'ici 5 minutes. Ma voiture, c'est la 6e Rolls en partant de la gauche, dans le parking réservé aux pannes de la butte. Dans 5 minutes, vous monterez par la portière de droite. Je vous rejoindrai par celle de gauche. Motus. Allez. Vous êtes là? C'est parfait. Pour y aller. Johnny, en route. Car c'était RN7, alias Johnny Pullman, qui conduisait la Rolls du colonel. Tirez les rideaux, mon cher Leroy-Deck. Il faut que je me change. Votre déguisement était remarquable, mon colonel. Et si vous ne m'aviez pas adressé la parole, je ne vous aurais pas reconnu. Oui, bon, aidez-moi à dégrafer ma jupe. Volontiers, mon colonel. Allez-y doucement, je suis extrêmement chatouilleux. Merci, mon colonel. Merci, oui. Vous avez encore de la peinture dans la figure. Si vous voulez prendre une douche, ne vous gênez pas. C'est la première porte à droite. Non, merci, mon colonel. J'ai hâte de savoir l'objet de la mission que vous vous apprêtez à me confier. Ne soyez pas impatient, Leroy-Deck. Comme le disait si justement Benjamin Franklin, patience et longueur de paratonnerre font plus que force ni courage. Vous ne me connaissez pas encore très bien, Leroy-Deck, mais j'espère tout de même que vous m'avez fait l'amitié de croire, dès le premier contact, que je n'étais pas un amateur de travesti. J'ai multiplié les précautions, c'est que cela était nécessaire. Dans toute l'histoire de la guerre secrète, il n'y a jamais eu de mission plus secrète que celle-ci. Du moment que vous le dites, mon colonel, moi je vous crois. Très beau voir que vous ne me cruciez point. Vous pouvez relever les rideaux, j'ai fini de m'habiller. Bon, c'est une opération tellement secrète que même mes collaborateurs les plus directs ne sont pas au courant. Et moi-même, de temps à autre, je me demande si je ne suis pas en train de me cacher des choses. Roulons encore un peu et je vous parlerai plus tard. Ouvrez le bar et servez-moi un scotch bien tassé, j'en ai bien besoin. Attention, Johnny Pullman, ralentissez. Nous approchons du premier poste de contrôle. Et les hommes ont l'ordre de tirer et de faire les sommations ensuite. Bien, mon colonel. Qu'est-ce que c'est? Range-toi, mon pote, c'est le chef du SDUC. On dit ça. Faites voir les laisser passer. Ouais, les voici. Oui, hein? Ouais. Qu'y a-t-il, sentinelle? Quelque chose qui ne va pas, non? C'est-à-dire, mon colonel, car vous êtes colonel, si je dois en croire ces papiers, hein? Allez-y, parlez. Ces papiers m'ont l'air tellement en règle que vous admettrez bien que c'est suspect, Oh non, il n'y a rien d'oublié, ni un cachet, ni une photographie. Alors, vous ne m'empêcherez pas de trouver ça terriblement suspect. Pourquoi? C'est la première fois qu'on se présente ici avec des papiers en règle? Pour ainsi dire, oui. Ceux qui travaillent ici, on ne leur demande plus rien. Pensez, on les connaît. Tiens, salut Albert, salut Gontran, salut Jules. Et on les laisse passer. Mais des visiteurs avec des papiers en règle... Vous n'avez jamais vu ça? Ah non, jamais. Et vous les laissiez entrer quand même? Non. C'est-à-dire, je sais pas, moi... Nous n'avons jamais eu de visiteurs. Ouais, vous entendez, Leroy-Deck, c'est la première fois que des visiteurs étrangers pénètrent ici. Attendez, mon colonel, à voir la tête du gardien, nous ne sommes pas encore dans la place. Voulez-vous descendre de voiture, s'il vous plaît, hein? Et les mains en l'air. Allez, dirigez-vous vers le poste de garde. Vous vous déshabillerez et nous allons procéder à la fouille pendant que des spécialistes vont démonter votre véhicule. Allez, en avant! Et je vous rappelle qu'ici, nous ne faisons les sommations qu'après avoir tiré. Mais enfin, mon colonel, c'est stupide. Qui a pu donner des ordres aussi insensés? C'est moi, mon bon Leroy-Deck. C'est moi qui ai rédigé le règlement de sécurité de cette base. Allons, les mains en l'air. En avant! C'est ça. Marche ou crève. Mon commandant, voici des visiteurs. Oui? Ils ont passé une première visite et apparemment leurs papiers sont en règle. Si vous voulez bien me signer mon reçu de prise en charge. Oui, pardon. tenez. Merci.
Oh, tiens, vous ici, mes respects, mon colonel. Repos, commandant. Parce que c'était vous, mon colonel, nous avons simplifié au maximum les formalités d'admission dans la base. Nous sommes tenus tout de même d'appliquer certaines règles de sécurité. Des règles que vous connaissez bien, mon colonel, puisque c'est vous qui les avez rédigées. Mais, commandant, vous n'avez fait que votre devoir et vous n'avez pas à vous excuser. Vous connaissant personnellement, je n'aurais donc pas à procéder aux vérifications d'usage, à condition, bien sûr, que vous vouliez bien me signer cette décharge. Volontiers. Voilà, merci. Si vous voulez bien passer dans la pièce à côté, nous allons vous photographier pour établir vos cartes d'identité provisoires et temporaires. Les seules valables à l'intérieur du camp. Pardon. Comme le commandant le leur avait promis, les formalités furent simplifiées au maximum. Tout fut promptement bâclé en 3 heures, 18 minutes, 23 secondes et 6 dixièmes, au bout desquels le commandant leur dit avec un bon sourire. Eh bien maintenant, tout est en règle, vous pouvez vous déshabiller. Oh, encore? Mais c'est pas une base secrète, c'est le Crazy Horse Saloon. On passe son temps à faire du striptease. Cette fois-ci, le roi Dex n'est pas la même chose. Nous allons revêtir des vêtements spéciaux anti-radiation. Parce que c'est pour vous, mon colonel, et que vous êtes pressé, les tailleurs ont travaillé pendant que nous établissions vos cartes d'identité. D'avant, je vous prie d'excuser les petites imperfections inévitables. Ainsi, nous ne savions pas si vous désiriez ou non un revers à votre pantalon. Ah non, jamais de revers. Je ne dis pas superstitieux, mais je n'aime pas les revers. Oh, ben ça tombe bien, ils n'en ont pas mis. Vous permettez, mon colonel, si vous voulez bien passer le veston, oui. Voilà. Oui, eh bien, je crois qu'il y a une petite retouche à la taille, peut-être. Quoique, cette année, je vous dirais, la mode sur les bases secrètes soit de porter le veston assez cintré à la taille, voyez-vous, avec les épaules tombantes, et alors, vous avez 2 fentes dans le dos, et 3 boutons, naturellement, et alors, les poches en biais, c'est charmant. Moi, je trouve l'ensemble assez réussi. Qu'en pensez-vous, le roi Dex? Pour des vêtements de papier, c'est pas mal. Des vêtements de papier? Mais que dites-vous là, jeune homme? Enfin, pardon, monsieur, c'est de la soie sauvage. Non, ce qui leur donne cet aspect et cette consistance du papier, c'est le produit que nous devons passer dessus. C'est de l'androginol de propargan au nitrate d'amphibolium compensé, comprenez-vous? Mais à l'origine, c'est de la soie sauvage que nous importons directement d'Italie. Alors, et pour sortir et ne pas prendre froid, dans les courants d'air, bien sûr, la petite capuche est entièrement doublée de vigogne. C'est charmant. Ah, messieurs, je vous demanderai également de retirer vos montres. Elles pourraient se détraquer au contact de certains appareils de mesure. Ah, c'est ennuyeux, ça, commandant. J'aime bien voir l'heure. C'est même indispensable à la précision du rapport que je dois rédiger. Non, mais je vais vous prêter des montres molles, spécialement conçues pour servir à l'intérieur de la base. Eh? Des montres molles? Oui, des montres entièrement en caoutchouc. Et c'est précis? Oh, je pense bien que c'est précis. Elles tiennent compte de la compression du temps. Nous les faisons, voyez-vous, en 2 coloris. Bordeaux ou vert bouteille. Alors, tout dépend de vos costumes qui sont, comme vous l'avez remarqué, uniquement traités dans des grèges, des amarantes ou alors des gorges de pigeons. Oui, donnez-moi une montre Bordeaux. Mon estomac le supporte mieux. Tenez, mon colonel. Ah, et puis alors, dans la petite poche, votre petit compteur Gégère, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous avez le compteur à gaz. Un compteur à gaz? Pourquoi faire? C'est pour mesurer la nocivité des émanations gazeuses. Mais c'est vrai, où avais-je la tête? Eh bien, maintenant que vous voici parés, nous pouvons y aller. Eh bien, allons-y. Oh mon Dieu, où avais-je la tête? Et vos petits macarons? Eh, quel macaron? Non, pour circuler à l'intérieur de la base, il est obligatoire de porter sur le revers gauche le macaron plaque d'identité. Ce sont les photographies que nous avons faites tout à l'heure. J'ai voulu tellement aller vite pour faire plaisir au colonel que j'allais complètement oublier l'essentiel. Heureusement que je m'en suis aperçu à temps, mais je suis bête, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Tenez, mon colonel, avec une petite faveur rose peut-être? Oh, c'est charmant. Et vous, jeune homme, jeune homme, pardon. Et vous, monsieur, voilà. Bon, et bien cette fois-ci, je crois que tout est paré. Allons-y. Et cette fois-ci, ils y galèrent, c'est-à-dire que, laissant la Rolls devant le 2e poste de garde, ils prirent place dans une Jeep qui les conduisit 14 kilomètres plus loin, au milieu d'une lande déserte. Eh bien, c'est ici nous sommes arrivés. Mais je vois rien. Mais j'espère bien qu'il ne voit rien, ce grand jeune homme. Ce monsieur. Alors, à quoi servirait le camouflage? Donnez-moi la main, mon colonel. Là, c'est un fin. Enfin, allons-nous. Jusqu'à cette petite cabane que vous apercevez là-bas, à 2 doigts de l'arbre en boule. Extérieurement, la cabane se présentait comme un quelconque appentis pour abriter des outils. Quoiqu'à tout prendre, sa présence soit assez insolite dans ce paysage où, de toute évidence, on n'avait jamais rien cultivé depuis le début des temps, sauf les vertus militaires. La lande avait servi pendant longtemps de champ de tir, mais on me fait signe de ne pas en dire davantage. Ah, nous y voici. Ma petite clé. Vous savez, mon colonel, la fameuse clé du champ de tir. Cette clé qui, après avoir amusé et distrait des générations de troupiers, est devenue, comme vous le voyez, une réalité d'aujourd'hui. C'est ça, le progrès. Et la clé du champ de tir existe bel et bien. Eh bien, entrons. Alors, ne touchez à rien, tout est miné de tous les côtés, hein. Le commandant appuya sur un vieux clou rouillé qui dépassait du mur. On entendit le doux ronronnement d'un moteur soigneusement huilé.
Une trappe s'ouvrit et apparut un ascenseur. Messieurs, si vous voulez prendre place... Mais nous allons tous tenir? Mais oui. Jeune homme, referme... Pardon, jeune. Monsieur, s'il vous plaît, refermez la trappe, je vous prie. Bon. Veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Oui. Veuillez présenter vos Le responsable du macarons contrôle est un robot, extrêmement perfectionné. Nous éliminons de la sorte toute possibilité d'erreur humaine, voyez-vous? Mais un robot aussi peut se tromper. Et ta sœur? Veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Vous voudrez bien excuser notre robot, mon colonel, mais il a parfois des réactions un peu brusques, car il est également responsable de la productivité à l'intérieur de l'usine souterraine. Ah, parce qu'il s'agit d'une usine souterraine. Tu l'as dit, Bouffi. Oh. Veuillez présenter Vos macarons, mon colonel. Oui, hein? Comme ça? C'est cela, mon colonel. Si, pour celui-là, ça marche. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Il connaît pas les grades, votre robot, non? Pourquoi, mon colonel? C'est pas moi, il aurait pu dire ça marche, mon colonel. Pas de temps à perdre avec des imbécilités de ce genre. Tout de même, ça n'y tendrait pas les bandes magnétiques de dire mon colonel. Si t'es pas content, mon pote, fallait servir du temps de la marine à voile et des lampes à huile. J'ai dit au suivant. Écoutez, ne le contrariez pas, mon colonel, parce qu'il a très mauvais caractère. Eh bon, ça va pour cette fois, mais j'aime mieux vous dire, commandant, que je n'aime pas beaucoup cette désinvolture. Oui, Pépère, écrase, tu veux. J'ai dit au suivant. Vous pensez pas que je vais rester 3 plombes à attendre d'examiner vos fafs à la noix? J'ai d'autres boulots qui m'attendent. Allez hop, au suivant. Bon, alors, Wadek, présentez-lui votre macaron métallique. Voilà. À l'endroit, si ça ne te fait rien, espèce de pomme à l'eau. Le Wadek, je vous en prie, dépêchez-vous. Ben oui. Et ayant tous quatre présenté leur macaron pièce d'identité à l'œil électronique, l'ascenseur, le descendeur serait plus exact dans la circonstance, les entraîna vers les entrailles de la Terre. C'est profond. Ça, je ne peux pas vous répondre, mon colonel, c'est top secret, ça, alors. Au moins, vous savez, je vous pose la question histoire de causer. Et tous les plans de la base dans le tiroir de mon bureau. Bien sûr, mon colonel. Mais admettez que moi, de mon côté, je ne peux guère vous répondre autrement que je ne l'ai fait, n'est-ce pas? Tout à fait exact, commandant. Et arrivé à destination, vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons préciser davantage. Top secret. Les 4 hommes se trouvèrent dans un vaste couloir voûté peint de couleur claire. Le Wadek, pour vous, à présent, l'heure est grave. Il est encore temps de faire marche arrière. Quand nous aurons franchi la porte du cabinet de travail du professeur, il sera trop tard. Êtes-vous toujours décidé à travailler pour le SDUC? Mais oui, mon colonel. Oh, il ne s'agit pas de répondre, mais oui, comme ça, à la légère. Mais je n'ai pas l'intention de reculer, mon colonel. Avant la bataille, les généraux n'ont jamais l'intention de reculer. Sinon, ils ne se seraient jamais autant avancés. Et pourtant, il y en a toujours au moins un qui recule. Le Wadek, je vous estime, et je vous aime bien. Mais dites-vous qu'une fois entré dans cette pièce, la première porte au fond de la cour à droite, c'est ici, une fois entré dans cette pièce, si jamais pour une raison quelconque vous refusez d'accomplir la mission que je vous demanderai, la mort dans l'arme et les larmes aux yeux, je commanderai moi-même le peloton d'exécution qui vous raillera du nombre des vivants. C'est si terrible que ça, ce qui se passe derrière cette porte. Si je vous le dis avant d'entrer, ça reviendra au même. De toute façon, vous en saurez trop, et en cas de refus, une seule sanction. Quick! Alors, prêt, le Wadek? Je suis prêt, mon colonel. Autre chose. Ne soyez pas surpris par l'allure du professeur. Chaque fois qu'on parle d'un professeur, l'imagerie populaire se représente toujours un vieillard un peu farfelu, du genre du professeur Nimbus. Ce n'est pas le cas du professeur Ménélas. C'est un homme plutôt jeune, d'allure sportive et dont les conquêtes féminines ne se comptent plus. Certes, il est distrait comme beaucoup de ses confrères, mais chez lui, on ne sait jamais si c'est naturel ou s'il s'agit d'une attitude. Je peux frapper? Frappez, mon colonel. Entrez. C'est toi, mon petit lapin vert? Non, ce n'est pas le petit lapin vert. Alors c'est l'idiot. Ce n'est pas l'idiot non plus. Oh, excusez-moi, mon colonel. J'étais en train de faire des mots croisés, votre entrée m'a surpris. À cause du système de sécurité que j'ai moi-même élaboré, il m'était impossible de vous prévenir de ma visite. Mais, colonel, vous êtes toujours le bienvenu. Sauf quand vous attendez un petit lapin vert ou un idiot. L'idiot, c'est sans doute monsieur qui vous accompagne. Mais, professeur... Taisez-vous, le Wadek. Serait-il indiscret de vous demander pourquoi vous attendiez un idiot? Non, du tout. Vous savez sans doute, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que certains débiles mentaux sont doués de facultés tout à fait extraordinaires. Certains, par exemple, possèdent la bosse des mathématiques et remplacent avantageusement les calculatrices les plus perfectionnées. Les Américains et les Russes ont fait un grand nombre d'expériences en ce domaine, mais est-ce que par hasard, la France manquerait d'idiots? Les recherches ici sont pour ainsi dire clandestines. On m'avait promis un idiot, monsieur n'est pas idiot, tant pis. Je n'en vois pas pour l'instant l'utilisation immédiate.
Mais si nous passions dans mes appartements, vous avez fait un long voyage et peut-être souhaitez-vous vous en jeter un petit. Oui, bien volontiers. Ah oui. Entrez, c'est par ici. Ne faites pas attention au désordre. Oui, oh, c'est magnifique. Je ne savais pas que vous disposiez d'un appartement aussi somptueux. Il le faut bien, puisque vous me maintenez ici prisonnier. Oh, prisonnier, professeur, nous veillons sur votre sécurité. Un point, c'est tout. Vous savez bien que votre personne est trop précieuse pour que nous la laissions exposer à la convoitise des autres nations. Colonel, vous savez bien que la flatterie n'a aucune prise sur moi. Il ne s'agit pas de flatterie. Vous avez été enlevé 14 fois. La dernière fois, on vous a retrouvé à Hong Kong. Aux plates ou aux gazeuses ou aux lourdes? Nature. Bien. Et monsieur, qui n'est pas idiot, est-ce qu'il paraît? Nature, moi aussi. Au fait, je manque à tout mémoire, j'ai oublié de vous présenter. Monsieur Nicolas Leroy-Dec. Enchanté. J'ai connu un Leroy-Dec au Collège de France. Ah, c'était pas moi. Ah, ça m'étonne pas, il est mort l'année dernière. À la vôtre, colonel. À la vôtre, professeur. À la vôtre, professeur. Merci, monsieur Leroy-Dec. Encore une question indiscrète, professeur. Mais après tout, ce sont les seuls qui soient intéressants. Oh, ça dépend pour qui. Quand nous sommes entrés, vous avez fait allusion à un petit lapin vert. Une nouvelle expérience, je suppose. Non, c'est ma nouvelle assistante. Des diplômés de la faculté des sciences, naturellement. Alors là, colonel, vous posez une question dont bien des philosophes ont débattu avant nous, sans parvenir à se mettre d'accord. L'amour est-il un art, est-il une science? Ah, parce que... Parce que, oui. Ouais, notez bien, professeur, que votre vie privée ne me regarde pas. Ce qui ne va pas vous empêcher de me poser des dizaines de questions à propos de cette jeune personne. Mon Dieu, professeur, les impératifs de votre sécurité commandent tout de même une certaine prudence. Je ne suis pas un rabat-joie. Si vous m'aviez connu au panier fleuri de Sidi Bellabès, vous sauriez que j'avais plutôt la réputation d'un franc-luron. Je n'ai rien, bien au contraire, contre les personnes du sexe. Je trouve leur commerce fort agréable, mais justement, qui dit commerce, dit souvent combinaison, plus ou moins malhonnête. Et les jolies femmes ont défait plus d'un royaume. Ce qu'il y a d'immoral, c'est que les laides arrivent aussi au même résultat. Colonel, où voulez-vous en venir? Je voudrais savoir dans quelles circonstances vous avez fait connaissance du lapin vert. Ah, je reconnais bien là votre côté midinette. Ne vous moquez pas, professeur, c'est très sérieux. Mais je respecte trop la midinette pour me moquer de vous, colonel. Mon aventure commence et continue d'ailleurs comme un beau roman d'amour. J'étais seul un soir, mon assistante venait de me quitter, j'étais assis ici, tenez où vous êtes assis, colonel, et tout en dégustant le whisky bien gagné de l'honnête travailleur, après une journée de dur labeur, je feuilletais des revues scientifiques. L'une d'elles, une revue américaine qui est lue dans les plus grandes universités des USA, jusqu'à Cap Kennedy et à la Maison-Blanche, c'est vous dire s'il s'agit d'une revue sérieuse. Cette revue qui s'appelle Playboy, je crois, publiait entre autres la photographie d'une pure jeune fille dont je tombais sur le champ éperdument amoureux. J'ai écrit pour qu'on me l'envoie en portu. Le colis est arrivé la semaine dernière. Ah, elle s'appelle Nancy. Eh oui, Nancy. Mais je vais vous présenter Nancy, hein? Nancy! Mon petit lapin vert, tu peux venir? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh, voilà. Excusez-moi, je suis terriblement confuse. Je croyais que tu étais seule. Sorry, very sorry. Et tout le plaisir aura été pour nous, mademoiselle. Et tout à fait charmant. Allez, mon petit, va t'habiller. Oh, je suis terriblement confuse. Bye. Il fait tellement chaud ici que Nancy aime bien se mettre à son aise. Excusez-la, colonel. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visites. Et pourtant, avec une maîtresse de maison dans cette tenue, ça ne devrait pas être les amateurs qui manquent. Maintenant, messieurs, je vous prie de m'excuser quelques minutes. Nancy a été tellement vexée de se présenter comme ça devant vous qu'elle doit être dans tous ses états. Je vais aller la consoler. La bouteille est là, servez-vous. Je vous en prie. Mais faites donc, professeur, faites donc. Et vous, Leroy-Dec, faites donc service. Oui, très bien. Sans eau, je crois, mon colonel. Oui, sans eau, bien sûr. Je sais bien, mon colonel, que vous n'aimez pas qu'on vous pose des questions. Cependant, me permettez-vous une toute petite observation, qui d'ailleurs n'est pas directement en rapport avec le service. Allez-y, Leroy-Dec, je vous écoute. Comment se fait-il que l'on confie d'aussi lourdes responsabilités à un personnage, comment dirais-je, aussi farfelu? Sincèrement, mon colonel, je ne comprends pas très bien. Ah, Leroy-Dec, que votre question me fait plaisir. Vraiment, mon colonel? Oui, vraiment, car votre question, c'est la question. Celle qui remet en cause toute l'évolution du monde moderne. Jusqu'à ces temps derniers, par qui était dirigé le monde, hein? Par qui? Je sais pas, moi, mon colonel, par les hommes politiques. Erreur, Leroy-Dec, grossière erreur. L'homme politique n'était qu'une apparence, une façade. Les vrais maîtres du monde, c'étaient les militaires. Additionnez les années de guerre civile ou étrangère, et vous verrez que les hommes politiques n'étaient des hommes de paille. À un moment ou à un autre, on était toujours obligé de faire appel aux militaires, aux spécialistes, aux seigneurs de la guerre. Comment voulez-vous former des bataillons ou entreprendre la lutte finale sans faire appel aux techniciens de la chose? Un bataillon, ça ne se forme pas comme ça, là-bas comme Stefos. La bonne volonté ne suffit pas. Et une lutte finale, vous croyez que ça se mène comme un meeting? Il n'y a qu'à voir le nombre de maréchaux communistes. Bref,
Et pour ne pas épiloguer plus longtemps, de même que, comme l'a si bien dit Jules, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, toute nation qui vit en paix n'est qu'une nation qui attend de faire la guerre, civile ou étrangère. Enfin, tout ceci était encore vrai il y a quelques années maintenant. Le monde doit compter avec des slaloms Jérémie Ménérlage, des hurluberlus, des fantaisies, des intellectuels, pour tout dire. Ah, le roi d'Ec, quelle décadence. Mais mon colonel, le chef du SDUC, c'est tout de même vous. Un chef qui discute n'est plus un chef, et moi je dois discuter avec le professeur slalom Jérémie Ménérlage. Mais il doit bien y avoir un moyen de lui faire entendre raison. Le roi d'Ec, comme vous êtes innocent. Mais il n'y a pas moyen de faire entendre raison à ces gens-là. Ou peut-être qu'ils sont intelligents, ils se veulent libres, ils n'ont aucun sens de la discipline. Ah, si le brave adjudant Tifris voulait comprendre quelque chose à l'énergie thermonucléaire, nous n'en serions pas là. Aussi, pourquoi faut-il que ce soit toujours les moins conformistes qui aient du talent? Autrefois, un savant se contentait d'inventer l'électricité ou de perfectionner le fusil gras, on lui donnait une belle médaille, ou pas de médaille du tout, et on le renvoyait à ses chères études. Et aujourd'hui qu'ils inventent des bidules capables de faire sauter la planète, il faut composer avec eux. Eh oui, le roi d'Ec, nous en sommes là, il faut composer. Et les Américains sont là, et les Russes aussi. Mais pourtant, mon colonel, le professeur a l'air d'un homme très calme et très doux. Ne vous fiez pas aux apparences, le roi d'Ec. Avec lui, un ordre n'est jamais un ordre. C'est tout au plus une base de discussion. Il fait ce qu'il veut, et uniquement que ce qu'il veut. Excusez-moi, colonel. J'espère que vous êtes servi. Oui, professeur. Peut-être désirez-vous visiter l'usine laboratoire. Nous étions venus dans cette intention. Eh bien, si vous voulez me suivre. Nous allons nous arrêter à la station-service. Je vous en prie, colonel, asseyez-vous. Vous aussi, monsieur le roi d'Ec. Oui. Maître d'hôtel, s'il vous plaît. Monsieur professeur Jussieu. 3 paires de patins à roulettes. Bien, monsieur professeur. L'usine laboratoire est tellement vaste que nous serions vite fatigués. Je ne me déplace jamais autrement qu'en patins à roulettes. Voici les patins, monsieur professeur. Voilà, servez d'abord ces messieurs, voulez-vous? Bien, monsieur professeur. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de patin à roulettes, moi. Oh, vous verrez, c'est comme le calcul des intégrales, ça ne s'oublie pas. Le calcul de quoi? Ne vous occupez pas de ça, le roi d'Ec. Vous avez été sur des patins. Oh là là, je veux, quand j'étais tout petit, à la communale douille, j'étais le champion de douille. Ah, il est le champion de douille. Eh ben, c'est le principal. Vous êtes prêts, messieurs? Eh, pareil, professeur. Alors, allons-y. Youpi, youpi. Et quand on pense que c'est le savant que le monde entier nous envie. Elle est brique. Alors, colonel, ça va? Ça roule, professeur. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans la salle qui abrite ce qu'on pourrait appeler l'âme de ce laboratoire. J'ai nommé le fameux biglotron. Le roi d'Ec, écoutez attentivement, je vous en prie, les explications du professeur. Oui, mon colonel, le biglotron. Non, le biglotron. Biglotron. C'est ça, oui. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire complexe de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Retenez bien ceci, le roi d'Ec. Le biglotron est entièrement réalisé en matière agnostique, autrement dit, pour éclairer les profanes, que vous êtes, en roubellure de plastronium saligovalent. Comme vous le voyez, il se présente sous la forme d'un tripode solipède rectangle, c'est-à-dire d'un ictère octo-polygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique. Oui, ça se voit au premier coup d'œil. Le roi d'Ec. Excusez-moi, colonel. Tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose, en 3 circuits principaux, et dont voici par ordre d'entrée en action le processus fonctionnel de sa posologie fondamentale et caractérielle. Dans le premier circuit, on distingue le clepstroïde, qui, isolé du piex de l'intrudement par une armature en fignabulose ignifuge, agit par capillarité médulaire sur le diffuseur de télédéconométrie différée, lequel, en vertu de phénomènes d'osmose ondulatoire, érigés en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Kesquela-Voulvoul, catalyse, en quelque sorte, le Sputzmühl de dérivation, qui, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le bugmuche mi-chazérospiroïdal, en direction de la zone d'influence de la boostive de Rollweil, dont le tuyau d'Argounia folie spéculaire libère un certain volume de la plaque Smol, lequel, comme vous le savez, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de troducium filtrant sulciforé. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors dans le deuxième circuit? Vous êtes vorace. Ah, vous savez, professeur, moi, si on m'avait poussé plus loin que le certificat... Le roi d'Ec, laissez parler le professeur. Alors... Vous voulez absolument des explications sur le deuxième circuit? Oh oui, s'il vous plaît, professeur. Bien. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse.
D'autant que c'est dans le 3e circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spatzmock rotatif à crémaillère alternative, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant, puisque, par le simple truchement de son induit giclé, il polyphosphérypothéise littéralement le filtre à molécules butan, lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et synocoïdal du phoutésio-goniomètre à spirale intro-putréfactionnelle. Ah, à spirale intro-putréfactionnelle, naturellement. C'est à ce moment que se déclenche, sauf le dimanche et jour de fête, le bobinaromètre de diversion qui, par le seul jeu de ses 3 pétasses à piflon et de ses 2 poufias à tarif, active l'alimentation pruritaire de l'exhématophile de rupture, ce qui permet d'assurer la self-saturation plurilatérale de l'UFNUF à tête chercheuse et d'empêcher, par ailleurs, la formation de cristaux de niortiflore de Barzanoufle sur les parois tubulaires des pepsoïdo-caltinomalfoireux, c'est-à-dire de neutraliser le calcifrage, le redoutable calcifrage, toujours à craindre à cette période par suite du passage du flac d'Azmul dans le calcif du propentaire de l'artification. Je pense bien, dites donc. Oui, parallèlement enfin le flugdug métranoclapsoïdique naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Je me disais aussi. Le flugdug donc, prenant appui sur la mufée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion hémorroïdostatique, canalise d'une part l'afflux des particules hypodméphésaloïdes et de l'autre le reflux indexé des molécules hypersoncophroïdales. D'où élimination positive de toute interférence parasitaire puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est en dernier sort simultanément contrôlé par l'amplificateur de Roupan et par l'utilisation rationnelle dans la bellure paphomotrice de la force extrafalsaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes à l'air d'un concentrique. Oui, et en somme, vous en êtes content? Alors, Roidex, je vous en prie. Non, laissez. C'est souvent en répondant à une question naïve qu'on vous met sur la voie d'une grande découverte. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, professeur, si ma question va vous paraître assez naïve, mais voilà, c'est à propos du premier circuit du biglotron. Bah, écoutez, le Roidex, vous êtes bien gentil. À plusieurs occasions, je vous ai même dit que je vous aimais beaucoup, mais il faudrait tout de même pas abuser de la situation et importuner le professeur. Mais tout de même pas la prétention d'en savoir plus long que lui sur le biglotron. Alors, mais colonel, je vous ai déjà dit que ces questions m'intéressaient. Allez-y, mon cher, allez-y, je vous écoute attentivement. Eh bien, voilà. Vous avez bien dit tout à l'heure que dans le premier circuit, on distingue le clepstroïde qui, isolé du PX, de l'intrudement, par une armature infiniabulose inifuge, agit par capillarité médulaire sur le filuseur de télédéconométrie différé, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire, érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Quesquet-Lavoulevoule, catalyse en quelque sorte le Sputzmühl de dérivation qui, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le Budmusch Michazéro-spiroïdal en direction de la zone d'influence de la boostif de Relevaille, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère un certain volume de Laplace-Moll. Vous avez bien dit ça? Mais oui, j'ai bien dit ça, oui. Mais non, Walek, c'est prodigieux. Ah, moi, vous savez, mon colonel, je ne fais que répéter les propres termes du professeur. L'inventeur du biglotron, c'est pas moi. Vous avez raison, colonel, c'est prodigieux. Cet homme possède une mémoire prodigieuse, plus prodigieuse encore que la mienne. Comment vous appelez-vous déjà? Le Roidec, Nicolas le Roidec. Que diriez-vous si je vous demandais de devenir mon assistant? Oh, professeur.